Bonjour à toutes les personnes qui se joignent à nous. Merci d'être là avec nous ce midi. Ça nous fait plaisir de vous voir. On ne vous voit pas, mais on voit que vous êtes avec nous. Je vais débuter doucement puisqu'il est midi, par respect pour les gens qui sont là. Ça va nous amener vers midi une, comme je vous avais dit. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je vous dis bonjour. Je dois vous aviser que cette rencontre va être enregistrée. Elle va ensuite être diffusée sur le site YouTube de l'unité de soutien SSA Québec. Au nom de la communauté expérience et de l'unité de soutien, je vous souhaite la bienvenue et aux expériences du midi et je vous remercie d'être là. Je m'appelle Karina Prévost. Je suis patiente partenaire co-responsable de la communauté expérience de l'unité de soutien. Aujourd'hui, je vais co-animer avec ma collègue patiente partenaire Marie-Dominique Poirier. Marie-Dominique, salut. Puis merci d'être là toi aussi. Aujourd'hui, nos invités sont Matthew Garris, qui est patient partenaire, et Marie-Ève Poitras, qui est plusieurs chapeaux, dont chercheuse, professeure et nouvelle co-directrice du Réseau 1 Québec. Ils vont mettre en lumière leur travail d'équipe en co-construction pour démontrer comment leurs perspectives et leurs expertises se complètent et sont essentielles dans l'élaboration d'un projet en partenariat avec les patients. Ils vont nous faire la présentation de leur projet commun de microsite interactif qui s'appelle Un sentier vers le partenariat en recherche, qui a été conçu pour l'antenne partenariat de l'équipe SSA-RUIS de de l'Université de Sherbrooke. Ils vont aborder les étapes puis les ressources essentielles pour établir des collaborations de partenariat enrichissantes, tout en faisant la présentation concrète de l'aboutissement de leur projet de microsite. Comment ça fonctionne, un projet en partenariat? Puis c'était quoi leur secret pour que la sauce prenne? Mais avant de leur laisser la parole, j'aimerais vous les présenter rapidement. Donc, Mathieu est co-responsable de l'antenne partenariat pour le RUIS de l'Estrie. Il est traducteur et linguiste de formation. Il est impliqué dans le partenariat en recherche depuis 7 ans. Il siège sur plusieurs comités, notamment ceux qui sont liés à la communauté de pratique expérience avec nous, le comité des aînés du Centre de recherche sur le vieillissement et les initiatives EDI à la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Mathieu est aussi un passionné par les populations vulnérables, ça le touche particulièrement, et la communauté LGBTQ2+. Il s'intéresse particulièrement à l'engagement des collaborateurs en recherche. Et lors de ses loisirs, il pratique la musique, le jogging. Il a aussi enseigné le karaté à l'Université de Sherbrooke. Marie-Ève Poitras est infirmière clinicienne, chercheuse boursière junior 2 du Fonds de recherche en santé du Québec. Elle est professeure agrégée au département de médecine de famille et de médecine d'urgence de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Elle est aussi titulaire de la chaire de recherche CRMUS sur les pratiques professionnelles optimales en soins primaires, oui. Elle possède un postdoctorat en transfert des connaissances et recherche axée sur le patient et aussi un fellowship en recherche interdisciplinaire en soins primaires. Marie-Ève a conduit plusieurs projets de recherche en utilisant les principes de l'engagement patient. En 2020, elle a été mandatée par le Réseau 1 Québec pour diriger la branche québécoise de l'enquête internationale Paris de l'OCDE sur les indicateurs de santé et d'expérience des soins primaires rapportés par les patients. C'est ce qu'on appelle les PREMS et les PROMS. Ces travaux lui ont aussi permis de se positionner en leader dans différents mandats, dont celui de co-chercheuse principale de Passerelle National Hub for Patient-Oriented Research et de co-leader de l'équipe SSRUIS Université de Sherbrooke et plus récemment de co-directrice de Réseau 1 Québec. Monsieur, Madame, je vous remercie d'être là et je vous passe la parole. Bon, ben, merci. Merci beaucoup pour cet accueil si chaleureux. Puis j'espère que vous allez aimer notre présentation sur notre petit microsite. Et on est vraiment heureux d'avoir cette occasion d'être avec vous. Oui, merci beaucoup à la communauté Expérience, en fait, de nous avoir sollicité pour présenter le microsite. Vous pourrez voir, en fait, que c'est vraiment le fruit d'un travail collectif. Puis, il faut souligner, en fait,
que cette initiative a été portée par Matthew et Isabelle Wilson, qui était l'ancienne coordonnatrice de l'antenne partenariat patient. Donc, il faut vraiment aussi reconnaître la part d'Isabelle dans ce travail-là, qui n'est plus avec nous, malheureusement. Je vais essayer de, je m'excuse, j'essaie de changer. Donc, important, mais en fait, le projet a été financé par l'unité SSA du Québec, mais l'unité est financée elle-même par les instituts de recherche en santé du Canada. Outre ça, nous n'avons pas d'autres conflits d'intérêts à nommer, à nommer. On a déjà remercié Isabelle. L'objectif de la présentation, bien, c'est de vous présenter un peu la démarche de co-création du microsite. On va aussi vous présenter le microsite, donc la façon dont on l'a conçu, le type d'activités, je vous dirais, pédagogiques qui sont à l'intérieur du microsite. Et on va terminer, bien sûr, avec un échange vos questions, mais on va aussi vous présenter les données de consultation et de portée pour l'année 2024 du microsite. Mathieu? J'allais dire toi, mais Ah oui, ben, je peux y aller. En fait, un mot sur l'antenne. En fait, ce qu'il faut savoir, peut-être pour ceux qui le connaissent, il y a la communauté expérience, mais il y a l'unité SSA du Québec, donc l'unité du système de santé apprenant du Québec, qui soutient des antennes partenariat patient qu'on appelle. Et dans chaque université affiliée aux facultés de médecine, donc Sherbrooke, Laval, McGill et Montréal, il y a ce qu'on appelle des antennes partenariat patient. Chacune de ces antennes-là ont leur couleur et leur activité. Donc, mais majoritairement, les antennes ont le mandat de renforcer et de soutenir la capacité de recherche partenariale à l'intérieur d'un territoire, je vous dirais, euh, du Québec. Donc, nous, ce qu'on appelle les RUIS, donc Sherbrooke, Montréal, McGill et Laval. Pour l'antenne partenariat Sherbrooke, en fait, nous, on s'est doté d'un mandat de soutien à la recherche partenariale. Et c'est pas seulement la recherche axée sur le patient, mais c'est vraiment la recherche partenariale, que ce soit avec les cliniciens, avec les décideurs, mais également avec les patients. On offre des mandats à toute équipe de recherche ou tout individu ou citoyen qui aimerait entreprendre une démarche de recherche en partenariat. Puis les demandes peuvent partir que ce soit un citoyen, un individu qui désire intégrer une équipe de recherche pour faire du partenariat, mais ça peut aller de l'autre côté, c'est-à-dire une équipe de recherche qui désire en apprendre davantage sur les approches en recherche partenariale et qui ne sait pas trop comment commencer. Donc, ça pourrait être l'exemple typique d'un chercheur en sciences sociales ou un chercheur en recherche fondamentale qui désire faire des projets qui font plus de sens pour la communauté qu'il étudie et qui voudrait, par exemple, intégrer des patients partenaires dans la gouvernance et dans la réalisation des projets, patients partenaires qui ne sont pas des participants de recherche, mais bien des co-responsables. Et le rôle de l'antenne, donc Mathieu, Jérémy et moi, c'est de cibler dans un premier temps les besoins des équipes, les besoins des individus et de mentorer, coacher ces individus ou équipes-là de la façon dont ils désirent effectuer le partenariat. Partenariat étant variable, bien sûr, d'une équipe à l'autre, dépendamment du besoin de l'équipe, des objectifs du projet. Donc, on part toujours du principe que ce n'est pas tous les projets qui demandent le même niveau d'intensité de partenariat. Donc, on essaie vraiment de cibler les bonnes ressources et l'accompagnement. On offre aussi du soutien au développement méthodologique pour être certain que les protocoles de recherche et je vous dirais, les pratiques de partenariat réalisées par les équipes de recherche sont en adéquation avec les recommandations, entre autres, de l'unité de système de santé apprenant, des instituts de recherche en santé du Québec ou des grands guidelines, des grandes recommandations qu'on connaît à l'intérieur je vous dirais, du monde de la recherche partenariale. On a aussi différentes activités de valorisation de l'antenne. Donc, on peut faire des conférences, des webinaires, des documents informatifs et être présent sur différentes tables de concertation provinciales et canadiennes pour s'assurer justement que les besoins des patients et des parties prenantes, chercheurs, étudiants, agents de recherche, entre autres, sont représentés à l'intérieur des visions et des différentes initiatives partenariale. Fort de ces expériences-là, en fait, on s'est vraiment rendu compte, je vous dirais, que il y avait un besoin
je vous dirais, d'immersion ou d'introduction à la recherche partenariale. Donc, à travers nos différentes étapes de mentorat ou des différentes équipes qu'on mentore depuis plusieurs années, le niveau de connaissance par rapport à la recherche partenariale était variable. Donc, certaines équipes, des fois, nous contactent pour dire, ben, moi, je veux commencer, mais je ne sais pas par où commencer. Puis, même si je fais la formation, ça ne me dit pas plus comment il faut que je le fasse. Donc, certaines équipes, en fait, ont des besoins plus spécifiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de nos activités sont ancrées dans les savoirs scientifiques, entre autres le savoir ou les cas d'approche partenariale qu'on connaît des instituts de recherche en santé du Canada qui visent à développer, soutenir et maintenir la capacité de recherche axée sur le patient dans les milieux de recherche en faisant de la recherche qui est novatrice, interdisciplinaire, collaborative. Mais on est très ancré dans le savoir expérientiel de nos membres. Nos membres, je vous dirais, le core étant au moment de la construction du microsite, Mathieu, il y avait Christine Loignon également, il y avait moi, il y avait Isabelle Wilson. Mais je vous dirais aussi que c'est un cycle, hein, on est nous-mêmes une entité apprenante. Donc, la majorité, à toutes les fois qu'on fait des demandes de consultation et de soutien ou qu'on accueille des nouvelles personnes, Jérémy en étant une nouvelle, au sein de notre équipe, bien, ça vient générer du savoir collectif sur qu'est-ce que les membres, qu'est-ce que les gens pour qui on existe ont besoin de savoir, quelles sont les compétences qu'ils ont besoin de développer, quels sont les outils qu'on a besoin de mettre à leur disposition, de créer ou de diffuser, parce qu'il y a beaucoup déjà d'outils qui existent pour soutenir, comment on doit les diffuser pour bien aider nos membres. Ce qu'on s'est rendu compte au fil des mois, des années de notre travail collectif, c'est qu'il y avait un énorme besoin de vulgarisation en lien avec la recherche partenariale parce qu'ici, on est la communauté expérience. Des fois, on est un peu aussi en vase clos. C'est-à-dire qu'on se parle entre nous, entre convaincus. Donc, je vois Karina à l'écran, mais je n'ai pas besoin de lui expliquer ce qu'est la recherche partenariale. Puis, au fur et à mesure qu'on en fait, ben, des fois, on ne se rend pas compte justement qu'il y a des gens qui commencent dans ces approches-là, pour lesquelles le langage qu'on utilise, les approches sont complètement inconnues et qu'ils se sentent complètement inconfortables avec cette façon de faire. Donc, en sciences de l'implantation, on parle beaucoup de l'implantation d'innovation, mais ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, il faut désimplanter les innovations. Et en recherche partenariale, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les citoyens, les équipes de recherche, les étudiants, à moins de venir d'une équipe qui sont en recherche partenariale, n'ont pas été formés en recherche partenariale, les cliniciens décideurs non plus. Et des fois, il faut déconstruire en fait des mécanismes ou des façons de faire que les gens ont, qu'ils pensent sécuritaires, hein. On parle de sécurité partenariale, qu'ils pensent sécuritaire, mais en fait, que c'est un peu contre-philosophique de la recherche partenariale. Donc, des fois, il faut revenir même à la base lorsqu'on rencontre des équipes et déconstruire les façons de faire pour être certain que c'est inclusif puis qu'on évite l'instrumentalisation des patients. On s'est rendu compte aussi que le savoir expérientiel était un levier et un canal très fort pour accroître les connaissances, renforcer la capacité et donner confiance aux futurs, entre autres, patients partenaires ou cliniciens partenaires. Donc, les gens, lorsqu'ils entreprennent une démarche de transfert de recherche partenariale, on se rend compte que le fait de les jumeler avec des patients partenaires ou des citoyens partenaires ou des cliniciens partenaires, par exemple, qui ont déjà une expérience avec lesquels ils peuvent avoir un partage de témoignages, d'expériences. Ça permet vraiment de se projeter dans un rôle de patient partenaire ou d'utilisateur partenaire qui va davantage être porteur de sens et significatif pour la personne. Ça évite aussi un certain débalancement parce que souvent dans les équipes de recherche, on est beaucoup de chercheurs, d'étudiants, beaucoup d'agents de recherche, puis on va avoir un patient autour de la table. Le fait d'avoir des binômes, des dyades ou des patients partenaires seniors, juniors, ça vient aussi équilibrer, je vous dirais, les savoirs et les pouvoirs autour de la table. Finalement, on s'est rendu compte aussi que bien qu'il existe beaucoup de formations, entre autres, via l'unité SSA, il y a même Passerelle, l'entité de recherche axée sur le présent canadienne, dont la grande leader est Annie Leblanc, hein. On a fait un listing des outils. Il y a beaucoup d'outils qui existent, mais on s'est aperçu que des fois, les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est euh, une amorce douce, je vous dirais, dans
le monde de la recherche partenariale. Et c'est dans cet objectif-là un petit peu que le microsite, les premières réflexions sur le microsite ont vu le jour. Donc, Mathieu, je te passe la parole. Bon, merci. Donc, pourquoi le microsite? Marie-Ève va parler un peu de ça en parlant de toutes les formations qui existent. Nous avons pensé à un moment donné, par exemple, que on avait besoin d'une introduction qui n'était pas une formation, mais c'est juste une manière de laisser des gens qui sont intéressés à savoir plus sur c'est quoi le partenariat en recherche et quelque chose qui serait accessible par beaucoup de gens, que ce soit le grand public ou les professionnels de la santé. Un autre point que nous trouvions très important, c'est que ce soit basé sur le vécu des participants. Et, en cherchant des gens pour participer dans le microsite, on a essayé d'avoir une diversité, que ça représentait plus l'étoile de notre société. Et un troisième point, c'est qu'on voulait être certain que le contenu était facile à comprendre par tout le monde. Bon, vous n'allez pas me tenir trop rigueur dans les dates pour la ligne de temps parce que je ne les ai pas notées au moment, mais au meilleur de ma connaissance, les voici. Donc, au mois de mai 2023, on a commencé à réfléchir que ce sera peut-être intéressant d'avoir un outil quelconque qui est accessible à tout le monde. Et c'est là où naît l'idée de créer un microsite. En juillet 2023, on avait commencé à travailler sur le concept. On a contacté un webmaster et puis là, on a débuté la conception du site. On a commencé à recruter des patients partenaires et des autres partenaires au mois de juillet en 2023, puis ça s'est étendu jusqu'à février 2024. C'est un processus qui était, peut-être je dirais un défi, parce que d'abord, il fallait trouver des candidats, les aborder, d'être refusés, d'être acceptés. Et puis, il y avait beaucoup de réitération dans ce sens-là. Et en même temps, on a commencé à recueillir le témoignage, qui aussi était un processus un peu long. Euh, Ce qu'on n'a pas fait, par exemple, lorsque des gens ont fait leur témoignage, on n'a pas changé ou modifié leur contenu. Ce que vous voyez sur le site, c'est leur parole, c'est leurs mots. Puis, après avoir monté le site en français, on a eu l'idée que, pourquoi pas le faire en anglais aussi. Donc, on a commencé à faire cette traduction et c'était un peu le même processus d'itération pour les visuels, l'espacement, le placement des gens sur la page. Euh, mais ça a très bien été et finalement, on était capable de mettre le microsite en ligne au mois de mai 2024. Ah oui, un autre point, juste pour revenir sur la traduction. Les- les- il y a des gens qu'on a choisis pour faire des témoignages. Ils ont fait leur témoignage en français au début, mais on a demandé à un traducteur de traduire ce qu'ils ont dit et ces mêmes personnes ont fait un témoignage en anglais dans le même sens que la version française. Merci. Et voilà. Bon, ça c'est notre page d'introduction au microsite. Lorsque vous cliquez sur le lien, vous allez arriver là. Et puis, comme vous pouvez voir, là, il y a qu'est-ce que le partenariat, quelles sont des personnes partenaires. Et on commence avec Mariette qui en parle. Oui, en fait, Mathieu puis Isabelle m'ont fortement convaincu de faire un témoignage.
Justement, c'est comme ça aussi que le microsite, en fait, le microsite allie données probantes, donc à certains moments, il y a du contenu qui est plus théorique, mais je vous dirais que vous allez voir qu'à plusieurs moments, on sait beaucoup du savoir expérientiel avec des expériences concrètes de chercheurs, de patients, de cliniciens. Mathieu et Isabelle ont travaillé très fort, il vous l'a bien nommé tout à l'heure, pour aller chercher une diversité, je vous dirais, des expériences et des points de vue. Ce qui est important de dire, c'est que le microsite, en fait, c'est une formation qui allie différentes techniques pédagogiques. Là, on a des témoignages, on a la vidéo, on a le son, on a le visuel. Et ça permet à différents utilisateurs qui auraient des forces différentes, en fait, à apprendre en se promenant dans le microsite. Ce qui est agréable aussi, on dit que c'est une introduction à la recherche partenariale, donc c'est pour donner le goût aux personnes d'en apprendre davantage pour rapidement capter est-ce que c'est pour moi la recherche partenariale ou finalement c'est pas vers ça que je veux m'en aller. Quelqu'un qui, au terme du microsite, dirait oui, moi j'ai adoré ça, ça me rejoint dans mes valeurs. Mais là, après ça, il pourrait faire davantage de formation ou aller chercher d'autres contenus pédagogiques pour améliorer ses compétences en recherche partenariale. Là, on va vous passer le témoignage. En fait, l'objectif n'était pas que vous voyez ici, bien, c'est le magnifique sentier, en fait, du partenariat patient conçu par Isabelle et Mathieu, où ils ont réfléchi. Puis, c'était très poétique la façon dont Mathieu là, a réfléchi, en fait, le microsite, parce que justement, le sentier réfère au parcours, au parcours de la personne qui navigue à l'intérieur d'un projet. Donc, Mathieu, je te laisse en parler davantage. Bon, mais voilà, c'est ça le début de notre sentier. L'idée était aussi de créer quelque chose, ben, c'était basé sur le vécu des gens, mais aussi de créer une manière de le présenter qui était un peu ludique. Donc, c'est simple, c'est rapide, c'est ludique et ça pourrait intéresser des gens à vivre l'expérience de faire ce trajet. Comme Marie-Ève a déjà dit, je trouve que c'est important à souligner que il y a des stations, mais certaines stations sont texte, certaines sont audio, certaines sont vidéo. Et c'est pour varier le média pour que ça soit moins onéreux pour des gens. Donc, euh, si vous voulez, on peut passer un peu rapidement chaque station. Et puis, je pense qu'il y a une autre diapo qui va avec. Oui, Voilà. exactement. La première station, c'est en fait réfère au niveau d'engagement possible en partenariat patient. Et on présente c'est basé sur le modèle de Montréal aussi. Là. Donc, on parle de l'implication, consultation, l'information, consultation, implication et la co-construction pour vraiment légitimer les différents niveaux d'implication selon les besoins des parties prenantes et bien sûr, besoin de la question de recherche et de l'équipe de recherche. On continue, Mathieu? On continue. Donc, on est là pour se préparer à travailler ensemble. Oui. Et puis, là, ce qu'on a là, c'est Nathalie Delicoli, qui est un professeur au département du travail social à l'Université de Sherbrooke, qui a une bonne expérience à travailler avec les patients partenaires. Donc, elle nous fait un vidéo de son vécu impliqué des patients partenaires dans sa recherche. Oui, pardon. La troisième étape, c'est pour un partenariat réussi, en fait. Donc, on donne des trucs et astuces justement pour amorcer une démarche de partenariat. Puis, on donne des exemples de trucs qu'on peut rapidement mettre en application pour amorcer une démarche de collaboration, pour s'assurer que le déroulement des projets se fasse avec aille chercher, en fait, le plein potentiel des patients partenaires, entre autres, dans les projets de recherche. La quatrième étape. Bon, soutenir l'engagement des partenaires. Bon, prochaine. Oui, c'est ça. Donc, voilà une page où on a 7 témoignages. Il y en a en texte, comme celui de Marie-Dominique Poirier. Il y en a d'autres qui sont audio, qui sont vidéo.
Et puis, c'est des paroles, c'est leurs propres paroles de ce qu'ils ont vécu comme patients partenaires et le soutien qu'ils ont eu lors de leur implication. Ensuite, on explique les contributions en fait des partenaires à la recherche. Donc, on explicite un peu, ici c'est le témoignage de Janine, mais qui explique un peu comment elle a travaillé, puis comment elle a travaillé au sein des équipes, puis ça a été quoi les bénéfices qu'elle a pu en retirer de son expérience. Mathieu, est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter? Ben, oui, il faut dire que Janine a une grande expérience vécue et puis comme patient partenaire et aussi comme co-chercheuse. Donc, c'est vraiment intéressant ce qu'elle a pu contribuer à, à ce niveau-là. Étape 6. Les retombées du partenariat. Bon, est-ce que tu veux en parler, Marie-Ève? Ben, en fait, avec cette diapositive-là, ce qu'on a voulu exprimer, c'est qu'on a pris des histoires à succès. Dans le cas qui, ici, c'est le projet de formation de formateurs en première ligne, qui a été, entre autres, l'idée par Marie-Dominique Poirier et moi-même, où l'objectif était d'intégrer les bonnes pratiques professionnelles des infirmières et des travailleurs sociaux, en fait, dans les groupes de médecine de famille. Mais à la base, ce projet-là, c'est un co-leadership avec les patients partenaires où les patients ont je vous dirais un modèle 2.0 de partenariat patient où les patients sont allés former des professionnels de la santé en milieu clinique. L'objectif de ça, ben, c'était pas de promouvoir le projet de formation de formateurs, mais bien de démontrer par un projet réel quels pouvaient être en fait les impacts et les retombées du partenariat dans un milieu, dans un projet, dans une équipe de recherche et deux, dans un milieu clinique. Donc, on présente des histoires à succès, puis on voit aussi on démontre aussi quel peut être le gain pour un patient partenaire euh, à s'impliquer dans un projet, je vous dirais, d'envergure. On présente à l'intérieur de ces exemples-là, ben, quel a été le rôle des patients partenaires en recherche, puis quels peuvent être aussi je vous dirais, les impacts collatéraux du partenariat. Par exemple, dans le cas du projet qu'on utilise en exemple, bien, ce projet-là a permis de créer d'autres projets, entre autres un projet de la conduite de soins en téléconsultation durant la période pandémique, mais il y en a plein d'autres. Puis ces projets-là, en fait, proviennent d'initiatives des patients partenaires eux-mêmes. Ce genre d'initiative-là naît bien sûr lorsque la collaboration, on est vraiment au niveau de la co-responsabilité à l'intérieur des projets et à l'intérieur duquel ou les patients partenaires avec lesquels on travaille. Marie-Dominique, je sais que tu es présente, si je peux me permettre, mais en fait, les patients partenaires se sentent à l'aise de générer leurs propres questions de recherche. Donc, ce qu'on voulait par cet exemple concret-là, c'était de démontrer, bien, lorsqu'on met en application des bonnes pratiques, lorsque le rôle du patient partenaire est légitimé, lorsqu'on lui donne l'espace pour s'exprimer, pour aussi moduler son rôle, je vous dirais, de co-responsable de projet et de leader à l'intérieur de ce projet-là, bien, en fait, ça peut mener à d'autres avenues. On fait le parallèle avec le sentier en partenariat, mais d'autres avenues de recherche, d'autres projets, d'autres idées, d'autres questions de recherche. Puis après ça, bien, ça vient nourrir les programmations de recherche de l'équipe. Puis quand je parle de l'équipe, je parle ici des patients et des chercheurs, en fait, ou des étudiants ou agents de recherche, membres de l'équipe de recherche. Finalement, le dernier niveau, Mathieu. Pour apprendre davantage sur le euh, mon Dieu, partenariat. Euh, Notre espoir, c'est que, bon, ben, après avoir fait tout ce chemin-là, on aura des gens qui sont intéressés de savoir plus sur le partenariat. Donc, nous avons mis quelques références qui pourraient être utiles à ce sens. Euh, je pense en particulier aussi au guide, des séries de balados d'engage parce que ça porte sur les populations vulnérables, qui est quelque chose que je trouve très important. Mais il y a beaucoup d'informations pour des gens qui sont intéressés à aller plus loin dans leur réflexion. Puis, on vous a réservé, peut-être par mégarde, quelques surprises sur le sentier. Euh, est-ce qu'on peut... Ah,
est-ce qu'on peut revoir le carte? Oui, Juste voici. n'importe. Oui, OK. Donc, vous allez voir entre station 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7, il y a des drapeaux. Mais il y a des drapeaux avec un peu d'informations surprises qu'on n'a pas présentées. Aussi, vous allez voir en bas à droite des collaboratrices et collaborateurs sur un écriteau. Ben, vous cliquez dessus, puis il y a encore des renseignements sur les personnes qui ont contribué au microsite. Oui, tout à fait. Le microsite a été lancé en fait fin 2023. Il est disponible sur le site de l'unité soutien SSA, mais on peut voir rapidement que ce microsite-là répond à un besoin en fait en termes d'initiation, je vous dirais, au concept de la recherche partenariale ou de navigation de l'information sur une plateforme Internet qui pourrait être différente de ce que les patients ou les citoyens ou les équipes de recherche peuvent retrouver jusqu'à ce jour. On a demandé à l'unité SSA de nous sortir les indicateurs de portée, en fait, pour le site de janvier 2024 à novembre, là, et on les a sortis la semaine passée, c'est tout frais. Mais le site a été consulté, en fait, là, presque 600 fois dans la dernière année. C'est sûr que le volet francophone est plus important. On est quand même dans une province majoritairement francophone, mais on a peut-être 30%, je vous dirais, même pas, peut-être un 20% en fait, de nos utilisateurs qui proviennent de la communauté anglophone. Certains diront que presque 600, c'est très peu, mais en fait, pour la communauté de recherche axée sur le patient est une communauté qui est petite, hein. On est très fort, mais les individus qui la composent, en fait, on n'est pas nombreux non plus. Donc, une portée de 600 individus pour une année, en fait, dans notre domaine, c'est énorme. Et c'est une fréquentation qui est quand même de haut niveau, je vous dirais, pour l'ensemble des outils qui ont été créés et qui sont maintenant disponibles via l'unité de soutien du système de santé apprenant du Québec. Donc, pour la première année, si on se fie à ce qui se fait dans les autres, dans notre domaine, ben, en fait, c'est un succès, le microsite et la consultation du microsite. Donc, on vous rappelle, en fait, le microsite est disponible sur le site de l'unité SSA. On peut aussi vous partager le lien si vous le voulez et n'hésitez pas à le repartager dans vos communautés et à vos équipes respectives. Je pense que Karina l'a déjà partagé dans le chat. Oui, excellent. Donc, c'est la deuxième partie, en fait, de la rencontre. On serait prêt à prendre vos réactions, commentaires, recommandations, questions en lien avec l'initiative du microsite. Je veux juste ajouter. Pardon, s'il y a des gens qui sont trop gênés pour vous montrer la face, vous pouvez garder votre caméra fermée. Ceux qui peuvent pas aussi, vous pouvez envoyer les messages dans le chat. Je vais les relayer après ça pour que tout le monde entende les questions. Mais je pense que tout le monde va apprécier de voir des visages. Fait que vous pouvez prendre une chance, montrer votre face. Ça s'en vient? On aura une question de Fanny. Oui, bonjour. Ben, dans un premier temps, félicitations pour le travail accompli. C'est magnifique. Je suis pour le CIUS de l'Est. Je suis conseillère cadre au partenariat au CIUS de l'Est. J'avais une question pour vous à savoir quelle nuance vous voyez. Ben, je la saisis quand même, mais j'ai l'impression que ce parcours-là peut autant s'appliquer dans des démarches d'amélioration continue, dans des projets CIUS, CIS et compagnie, pas nécessairement dans des projets de recherche. Est-ce que vous considérez que ce parcours-là peut autant être applicable pour un patient partenaire qui s'implique dans une initiative d'amélioration continue X, Y, Z dans un CIUS, même si ce n'est pas un projet de recherche en tant que tel? Mathieu, est-ce que tu veux y aller, puis je complète? Bon, d'accord. Moi, je dirais que oui, que ça peut être utilisé ailleurs que pour des projets de recherche. Peut-être ça pourrait exiger quelques modifications, quelque chose qui sont moins applicables, mais je dirais que oui. Oui, tout à fait. Puis en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu sais, les concepts de base de la recherche partenariale, que ce soit entre une équipe de recherche, un patient, une équipe de cliniciens ou de décideurs sur une unité de soins, un département, un patient, ça demeure la base, tu sais. Puis si on va même, on recule, puis on va avant la recherche partenariale, bien, ça reste qu'on reprend les concepts de la collaboration interprofessionnelle Mhm. aussi. Donc, se connaître et se reconnaître, valoriser les expertises de chacun
identifier les sources de conflits potentiels ou ensuite identifier les risques de chevauchement qui peuvent être conflictuels, se doter d'une méthode de travail, d'un espace sécuritaire où tous se sentent, je vous dirais, confortables et en sécurité pour parler, pour donner leur avis. S'assurer aussi, parce que souvent on demande aux patients leur avis, mais on ne l'intègre pas, l'avis, finalement, dans Mhm. le travail qu'on fait. Donc, s'assurer qu'on se dote aussi de mécanismes réels d'intégrer la perspective des patients dans les travaux. Et finalement, ce qu'on escamote le plus, c'est se mettre en place une structure d'évaluation à long terme pour s'assurer que notre approche respecte toujours les recommandations de la recherche partenariale ou du partenariat dans le cas d'un Mhm. milieu clinique et aussi une façon qu'on pourrait avoir de monitorer, je vous dirais, les résultats. Donc, se mettre des indicateurs de comment on est certain que notre processus de partenariat nous permet vraiment de faire des projets qui font du sens pour les patients, pour les cliniciens et comment, ça c'est une chose, donc l'impact des projets, puis on peut monitorer aussi notre processus de partenariat, donc la façon dont on travaille avec les patients, est-ce que ça respecte toujours les guidelines et est-ce que tout le monde est confortable et avance bien dans ce parcours-là? Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Autre question, réaction, commentaire? Karina? Oui, ben c'est vraiment super intéressant. Vous pouvez deviner que j'ai fureté souvent sur ce site-là, mais de l'entendre, de le comprendre, j'ai trouvé ça vraiment enrichissant. J'avais envie de vous poser la question suivante. On a souvent une mince ligne entre la collaboration quand il est question de recherche partenariale et de co-construction. Comment est-ce que, moi je sens bien là, que dans le cadre de ce projet-là, ça a vraiment en été un de co-construction. Puis comment vous avez fait pour, Marie-Ève, c'est quoi votre recette? C'est quoi ta recette? Mathieu, Marie-Ève, c'est quoi votre recette pour que ce soit vraiment une belle soupe comme ça, et qu'on ne soit pas dans un processus de collaboration ou de consultation où Marie-Ève agit, puis Mathieu, il dit oui, c'est bon ou non, c'est pas bon. J'aimerais ça vous entendre là-dessus si vous voulez bien. Moi, j'aurais tendance à vous dire que c'est moi qui suis Mathieu. Mathieu, il a des idées, puis moi, je le suis. Euh, mais à Ah, la base, puis Marie-Dominique n'hésite pas, parce que Marie-Dominique me connaît, mais pour moi, le partenariat patient ou le partenariat avec les utilisateurs des connaissances, qu'ils soient des cliniciens, des décideurs, des gestionnaires ou des membres du citoyen, ça part de l'engagement authentique. Donc, c'est-à-dire que pour tomber dans la réelle co-construction, il faut prendre le temps de développer une relation de collaboration. Il faut prendre le temps de se connaître, de se reconnaître comme expert. On a chacun, Mathieu a des expertises que je n'ai pas. J'ai des expertises aussi que Mathieu n'a pas. Et on est complémentaires. Fait que ça passe beaucoup par ça. Ça passe beaucoup aussi, je vous dirais, par se laisser le temps de co-construire. Parce que lorsqu'on fait des activités partenariales, que ce soit en recherche ou en milieu clinique, là, je ne sépare pas les deux. Il faut se laisser le temps de co-créer. Et la co-création vient avec brainstormer ensemble, s'asseoir ensemble, réfléchir, déconstruire, re-réfléchir. C'est sûr que ça demande du temps. Puis, dans le temps actuel, ou je dirais la temporalité où nous sommes, là, que ce soit en recherche ou en milieu clinique, le temps nous manque, hein, je vous dirais. Mais lorsqu'on décide de travailler en partenariat, parce que la recherche partenariale ou l'approche partenariale dans notre travail, dans notre profession, c'est pas une obligation. Il faut que ça devienne une façon de faire. Il faut que ça soit intégré dans la façon dont toi, tu décides de travailler au quotidien. Et lorsque tu acceptes de travailler de cette façon-là, mais tu te dotes de stratégies pour y arriver. Donc, on dédie du temps, on développe des relations professionnelles avec les gens avec qui on travaille. On déconstruit, je vous dirais, aussi la perception qu'on a de qu'est-ce que l'expertise, d'où provient cette expertise et comment après ça on les conjugue, les différentes expertises. Donc, j'arrêterai là-dessus, puis je passerai la parole à Mathieu.
Bon, tu sais, Karina, lorsque tu as posé les questions, j'ai eu le réflexe de dire, ben, la première chose qu'il faut avoir, c'est des bonnes personnes ou des personnes bonnes. Et c'est quelque chose que je vois dans les comités dans lesquels je suis impliqué dans le système de santé. C'est une ouverture, c'est un manque de conflit. C'est des gens qui croient à ce qu'ils font. Et je pense que c'est un peu ça le bas, c'est de croire à ce qu'on fait. Et puis là, ça devient plus facile de se parler, mais de travailler ensemble pour co-construire des sites, des guides, des projets de recherche. Parce qu'il y a cette idée qu'on est dans le même bateau et puis on rame dans la même direction. Merci beaucoup, Oui, Patrick. Patrick. Moi, c'est juste un petit commentaire qui vient de Dr. Pavel Hamet, avec qui j'ai le bonheur de collaborer. Puis juste pour vous nommer la pertinence du partenariat patient en recherche, il m'expliquait, Pavel, qu'il y a 30 ans, il fallait qu'il passe par des psychologues pour pouvoir comprendre les patients puis avoir la perspective du patient. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'on a évolué en recherche avec l'implication des patients. Puis je trouvais ça cute venant de la part de Dr. Ahmed de dire, mon Dieu, c'est cool d'avoir des patients. Avant, j'avais besoin d'un psychologue pour aller chercher mes patients et les comprendre. Donc, bravo à tout le monde qui s'implique. Moi, je m'implique beaucoup en recherche, comme patient partenaire en recherche, mais je suis aussi un participant à la recherche. Puis notre collègue Vincent Poitou s'en va comme recteur à l'Université de Montréal, mais je lui parlais puis je disais l'importance de la recherche. Jamais j'aurais dit ça il y a 3 ans quand j'ai commencé à m'impliquer. Mais mon Dieu, que si j'avais eu mon cancer en 2014, aujourd'hui, ça serait différent. Donc, l'importance de la recherche et de ça. Puis là, je vous dis qu'on a passé d'un psychologue pour recruter des patients à nous maintenant aujourd'hui. Fait il y a un grand pas de fait. Puis le commentaire vient de l'ancien directeur qui a reçu le prix du bâtisseur en recherche, Dr. Pavel Hamet. Donc, je voulais juste partager les petits commentaires de Pavel Hamet qui nous supporte puis qui est bien content d'avoir des patients partenaires impliqués en recherche. Parce qu'il y a 30 ans, c'était une problématique pour lui. Et même les vieux, on parle de paternalisme, là, même les vieux comme Pavel Hamet, ils sont très, très... puis j'ai rencontré aussi le docteur Jean Rouleau, l'ancien recteur, des personnes extraordinaires. Fait que, il était temps qu'on arrive selon eux. C'était mon petit commentaire positif sur le patient partenaire en recherche. Merci à vous. Ben, merci, Patrick. On passerait à Andréane. Ben, la question de Patrick m'a fait penser quand il parlait de psychologue, puis moi, j'étais en partenaire patient où je suis Sainte-Justine, puis des fois, on a la question, tu sais, il faut que les patients partenaires aient du recul, puis là, des fois, on essaie, tu sais, d'ouvrir un peu, d'avoir un peu plus de patients partenaires, plus dans le milieu clinique. Fait que, tu sais, des fois, on va chercher des patients partenaires, plus qu'on appelle en in situ, donc dans le soin en direct. Et autant dans le direct que la personne qui a du recul, des fois, on va toucher à des questions, à des cordes sensibles, puis on veut pas prendre la décision pour le patient partenaire, mais ma question, c'est comment qu'on fait pour amener, parce que je pense que la question se pose aussi en recherche, puis je sais pas si dans votre point comme retombée du partenariat, tu sais, il peut avoir des angles morts pour autant le patient partenaire, puis comment qu'on fait, tu sais, tu veux pas prendre la décision pour lui de pas l'amener en partenariat, mais ça peut le ramener dans des émotions, tu le sais pas trop. Tu sais, est-ce que ça va y faire plus de bien, plus de tort, tu vas-tu rallumer, on ne sait pas trop quoi. Fait que ma question, c'est comment qu'on... J'arrive pas nécessairement en ce moment à mettre le doigt sur nommer les angles morts, les angles... je sais pas si j'arrive à me faire Oui, comprendre là, dans mon point. moi, je comprends bien. Puis on pourrait peut-être vous offrir une réponse qui est collective parce qu'il y a beaucoup d'autres experts autour de la table, là, Karina, Marie-Dominique, entre autres, qui est là. Mathieu, est-ce que tu voulais y aller et je complète et on sollicite nos collègues par la suite?
Ah non, vas-y. Mais en fait, ce que je vous dirais, c'est la communication, ça reste la clé. Ce que j'ai vu par le passé, puis je l'ai encore vu la semaine passée, il y a un dernier temps dans une consultation, c'est que en fait, il y a beaucoup de gens qui font du partenariat patient dans le réseau de la santé ou en recherche qui sont à la base des cliniciens, hein. Donc, on a beaucoup des mécanismes de vouloir, entre autres, protéger ou arrondir, je vous dirais, ou adoucir certains aspects pour nos collègues patients. Donc, je vous dirais peut-être que lorsqu'on initie un partenariat, c'est de parler de ces zones-là, de qu'est-ce qui pourrait, tu sais, à quel moment vous pensez que vous pourriez vous sentir inconfortable dans la démarche? Y a-t-il des éléments auxquels nous, on doit faire attention, tout ça? Euh, il y a d'autres gens autour de la table, là, n'hésitez pas à intervenir. J'aurais tendance, moi, à conseiller une diade de patients, au fait que ces patients-là ne soient pas seuls. Donc, s'il arrive des événements, ben, ils peuvent, un, se soutenir. Si c'est un nouveau patient en partenariat, ben, peut-être se doter d'un patient senior aussi, qui peut accompagner cette personne-là. Se donner un espace aussi après chaque rencontre pour débriefer, pour faire un post-mortem. Tu sais, pour s'assurer qu'on décante, s'assurer peut-être avoir un petite démarche évaluative post-rencontre, tu sais. Est-ce que ça peut être par écrit, ça peut être verbalement, ça peut être aussi de s'assurer que la personne partenaire avec qui on travaille, elle a toujours un point de contact avec un membre de notre équipe qu'elle peut rejoindre rapidement s'il arrive quelque chose, tu sais. Hmm. Nous, les patients partenaires avec qui on travaille, ils ont tous nos cellulaires. S'il y a quoi que ce soit, ils nous textent, on se parle, on trouve le moment pour se parler. Donc, ça serait un peu des stratégies comme ça que je mettrais de l'avant, moi, pour protéger. Mais je vous dirais, à la base, souvent, il y a des opportunités qu'on n'offre pas aux patients de peur de les léser. Mais en fait, si on ne leur offre pas, c'est qu'on choisit pour eux qu'ils ne veulent pas être là. Donc, mieux vaut leur offrir. Et s'ils refusent parce que c'est pas pertinent ou qu'ils ont peur que ça soit dérangeant, négatif pour eux, bien, au moins, on leur a offert. Tu sais. Puis la base, c'est la communication. Puis là, je me tais parce que j'ai hâte d'entendre parler Marie-Dominique et Karina à ce sujet-là. Marie-Dominique, veux-tu y aller avant? Ben, Andréane, c'est certain que les commentaires de Marie-Ève sont ultra pertinents, puis vraiment, ça va de soi. Moi, je souhaiterais ajouter l'aspect justement de ne pas choisir pour les patients, c'est primordial. Ça démontre déjà une espèce d'imbalance, d'inéquité dans la relation parce qu'on prend des décisions pour l'autre. Et aussi, plusieurs cliniciens avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer oublient souvent que nous ne sommes pas dans une relation de soins parce que cette personne-là ne m'a jamais traité. Donc, le devoir de me protéger de tout n'existe pas. J'ai la capacité de choisir, de décider et à chaque fois, l'important, c'est que le patient ou la patiente partenaire puisse fasse une forme de consentement éclairé, de se faire dire en tout moment, si ça ne fait pas ton affaire, tu n'es pas à l'aise, le conseil de Marie-Ève d'avoir une personne ressource, des numéros de cellulaire, c'est super important. Et aussi de dire, ben, tu peux te retirer si ça ne marche pas, si finalement le projet prend une trajectoire qui ne te convient pas, sois très à l'aise, on va être bien triste, mais on va comprendre en même temps. Puis ça m'est déjà arrivé, puis on serre la main, puis on continue parce que c'est comme ça. Puis justement, en ayant aussi patient plus senior, patient qui débute un peu plus, euh, la personne qui commence se sent déjà un peu moins intimidée d'avoir une équipe de recherche autour de soi, ce qui est déjà un bon gros défi là, quand c'est tes premières fois. Tu as une personne, un acolyte ou une acolyte sur qui t'appuyer, une épaule sur qui rire ou pleurer parfois, mais ça devient super enrichissant de cette façon-là. Puis si la personne plus senior doit quitter pour des raisons de santé, pour s'absenter, ben, on sent moins ça. Puis l'équipe aussi. C'est ce que je voulais dire, Marido, à toi. Ben, moi, j'irais dans la relation de confiance parce que je crois que si le participant, le patient, le partenaire vit des émotions, je crois que le clinicien ou l'équipe va en vivre aussi. Puis que des fois, avoir de la peine deux ensemble ou vivre un moment touchant ensemble, ça fait avancer les gens. Puis les patients partenaires, ça se peut des fois
qu'on pleure. C'est possible que ça vienne nous chercher quelque chose en dedans. Mais si on décide d'être patient partenaire pour la bonne raison, probablement que ça va toucher les autres aussi, puis que ça va permettre au projet de s'avancer. Moi, j'ai déjà vu un chercheur pleurer pendant que je racontais mon histoire, puis moi, je suis capable de la raconter détachée, parce que ça fait longtemps que je le rencontre. Mais cette personne-là, c'était la première fois qu'elle l'entendait. J'ai réalisé à quel point ça avait changé notre façon d'analyser cette problématique-là, parce qu'elle l'avait jamais entendu raconter par quelqu'un. Fait que c'est une autre perspective complètement, puis il va y avoir des émotions des deux côtés, puis je trouve que c'est bien, puis il faut se permettre d'avoir le temps de les vivre aussi. Mathieu? Bon, de ma perspective, de mon expérience, le patient partenaire va être placé par une équipe dans un projet de recherche. Et lorsque ça arrive, il y a une formation qui est avec un membre du projet, d'habitude le directeur du projet et le patient, pour qu'ils fassent un dialogue, pour qu'ils fassent une union. Et donc, juste ça, ça peut aider euh, à ne pas avoir ces angles morts, à ne pas avoir des problèmes de communication. Mais je pense que c'est important aussi d'avoir un patient mentor qu'on appelle ou un coach, il y a plusieurs noms de ça, qui est à l'extérieur du projet complètement, comme un membre de l'équipe qui peut répondre aux patients partenaires lorsqu'il y a une difficulté ou un problème ou des sentiments, etc. Parce que c'est pas toujours quelque chose qui va se régler avec le projet. Parce que le projet pourrait être le problème. Donc, je trouve ça important. À l'intérieur du projet, le patient est suivi avec quelqu'un avec qui il a un vrai lien et qu'il y a une personne à l'extérieur qui peut répondre à ces situations-là. Ça vous a donné plein de réponses. Est-ce qu'il Oui, reste quelques très bien, questions? merci. Notre temps commence à achever. Je ne sais pas s'il y aurait des gens en ligne qui ont des questions à poser ou encore d'autres questions. Il nous reste du temps, il faudra en profiter si vous voulez. Ben, j'avais une petite question en banque. Ce micro-site-là, est-ce que ça serait une bonne idée que les étudiants soient fortement encouragés à le découvrir avant de dire, moi, je ne ferai pas de partenariat ou je vais en faire pour qu'ils puissent s'ouvrir une porte plutôt que d'attendre qu'ils soient rendus à faire un projet? Ben oui, l'idée qu'il devrait le voir bien avant de s'impliquer où que ce soit, selon moi, ma vision. C'est juste, c'est un peu comme l'apéro avant le repas. Oui, c'est une excellente idée, Marc-Dominique. Puis en fait, c'est trop souvent, tu sais, comme par exemple, moi j'enseigne à la maîtrise puis au doc, puis le cours de partenariat, il arrive une fois que les protocoles sont écrits, tu sais. Puis là, les étudiants, ils nous disent, oh mon Dieu, si j'avais su. Ben là, maintenant que je veux en faire, qu'est-ce que je fais, tu sais? Fait qu'on se retrouve un petit peu à, ben ça n'avait pas été planifié avant, puis tu sais, tout ça. Fait que oui, tu sais, la recommandation que moi je ferais, c'est que quand on veut initier cette démarche-là, n'importe qui, mais on se teste avec le microsite, puis on voit après ça si l'approche partenariale, c'est pour nous, hein, parce qu'il faut que ça vienne nous rejoindre dans nos valeurs, il faut qu'on y croit, il faut qu'on veuille le faire, il faut que ça devienne facilement dans notre, je vous dirais, notre flot cognitif là, de travail, il faut que ça rentre naturellement dans la façon dont on conçoit la façon dont on travaille, puis après ça, si on trouve que c'est pour nous, ben on y va. Mm. Jérémy? Puis, j'aimerais peut-être ajouter à ce que, parce que Marie-Ève a tellement raison. Puis, j'irais même jusqu'à dire que je pense que ça devrait être même bien avant les études supérieures que ce microsite-là, puis ce type, ce type d'initiative-là soit présenté simplement parce qu'en fait, euh, on apprend beaucoup sur les principes théoriques du partenariat patient. On a beaucoup
beaucoup de gens vont apprendre à quel point c'est riche, c'est pertinent, etc. Mais on n'apprend pas nécessairement à la nouvelle génération, soit de chercheurs ou même de professionnels de la santé ou autres, euh, c'est quoi concrètement, qu'est-ce que ça veut dire. Puis je pense que un peu comme Mathieu l'a très bien dit, euh, si on met pas la table d'un point de vue concret de c'est quoi le partenariat patient, mais qu'est-ce que ça veut dire comment ça se fait en pratico-pratique, ben c'est sûr que c'est sûr qu'on va on perd des opportunités au final de pouvoir choisir ou non, mais euh, ce type d'approche, soit en recherche ou même simplement dans le système de la santé. On aurait le temps pour une dernière question. Patrick, est-ce que tu veux Oui, être notre moi, dernier intervenant? d'accord, merci beaucoup. Je voulais juste dire que moi, je suis un patient partenaire formateur à l'Université de Montréal, mais on donne des cours aux 13 départements de la santé, des cours CSS sur le partenariat, première, deuxième, troisième année. Moi, je fais un peu Jérémy, ce qu'il dit, c'est moi, je revois les étudiants au salon étudiant, puis je suis très près d'eux au centre de recherche au CHUM. Je trouve qu'il y a un manque à partir de la troisième année, jusqu'à la maîtrise, au doctorat. Ils sont plus en contact qu'avec le partenariat patient à l'UDM, en tout cas. Ben, on est en contact avec les jeunes. On est en contact avec les jeunes, Jérémy, à l'Académie d'été du CHUM. Et là, ça va faire des petits. Je pense que les 3 autres CHU vont embarquer l'année prochaine. Il y avait 60 académiciens cet été sur 550 inscriptions. Fait qu'il y a un engouement vers tout ça, mais il est vrai qu'on donne des cours sur le partenariat à l'UDM et lors de l'Académie d'été. C'était juste ça que je voulais dire. On est dans les premiers balbutiements d'une transformation générationnelle, selon moi. Ça fait une dizaine d'années que ça existe, mais avant que ça soit que l'innovation devienne la normalité de notre mouvement, ben, on a besoin de temps encore, on a besoin des Marie-Ève, puis des Mathieu, puis plein de gens comme nous pour faire avancer les choses. Hey, merci à vous deux, c'était vraiment, vraiment cool. Moi-même impliqué en recherche, vous êtes super. Merci beaucoup. Marie-Ève, Mathieu, un dernier mot? Ben, en fait, merci à la communauté expérience. Là, je l'avais déjà mis dans le chat, mais c'est une belle opportunité que vous nous avez offert aujourd'hui de vous présenter le microsite, mais aussi, on croit beaucoup au savoir expérientiel, fait que d'avoir pu échanger aujourd'hui pour avoir pu vous démontrer la façon dont nous, on travaille et comment on y croit, puis de vous avoir entendu aussi avec vos questions qui étaient tout à fait pertinentes. Moi, ça vient me nourrir à savoir, mais comment on peut davantage aider les gens en recherche, mais aussi dans les milieux cliniques via les RUIS, c'est quoi les besoins? J'ai perçu certains besoins à l'intérieur de vos questions aujourd'hui qui, je pense, peuvent être comblés par les antennes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de service. Des fois, c'est juste une rencontre d'1 heure, puis vous partez après ça avec ces connaissances-là, puis vous sentez assez habile pour aller de l'avant. Des fois, l'accompagnement peut être de plus grande intensité, mais ça fait partie de la mission qu'on a et ça donne du sens à nos antennes. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. Suite à notre conversation, j'avais préparé un beau mot de remerciement, mais je vais le changer. Je remercie, c'est sûr, Mathieu puis Marie-Ève d'avoir été là aujourd'hui. Je remercie l'unité d'Héberger Expérience de nous permettre de faire ces midi-webinaires-là. Mais je vais vous remercier au nom de tous ceux qui font pas encore de recherche partenariale parce qu'ils savent pas que ça existe. Puis que là, ils vont entendre parler du site, puis que là, ça va leur donner le goût. Fait qu'à tous ces futurs patients partenaires ou pères chercheurs ou patients qui travaillent avec des chercheurs qui vont travailler avec des patients, un gros merci pour ce que vous avez fait pour tout. Hmm. Fait qu'on se revoit, ceux que ça intéresse, le 16 décembre. Ça va être un super webinaire. On va être sur les médias sociaux, mais ça va être sur la paraidance en France. Donc, ça va sortir la semaine prochaine. Si vous voulez commencer à vous inscrire, ça va arriver rapidement. Fait que je vous remercie. On se revoit dans un mois. Bonne fin de journée.